une femme soupçonnée d'avoir égorgé sa fille à Mulhouse. Ils disent, c'est quoi l'histoire? C'est Amaury. Non, c'est moi. C'est un autre registre. Non, c'est sordide. Oui. En fait, ça commence le 11 octobre. Vous avez une société de pompes funèbres musulmanes qui est sollicitée pour récupérer le cadavre d'une jeune fille de 19 ans à Mulhouse. Et en fait, dans cet appartement, il y a la mère de la jeune fille qui est habillée tout en noir, entièrement voilée, et qui est incapable de dire aux employés de la pompe funèbre comment elle est morte et de leur remettre un certificat de décès. Donc, évidemment, les employés de la pompe funèbre appellent la police qui se rend sur place et qui trouve en fait la jeune femme de 19 ans enveloppée dans des draps, qui a une plaie très importante au cou. Elle est limite décapitée, en fait, elle a été égorgée. Et en fait, c'est carrément une scène de crime. Donc à ce moment-là, la mère est aussitôt interpellée et en fait, elle est incapable d'expliquer même à la police la mort de sa fille. Alors quand vous allez voir que son profil, le profil de la mère est assez inquiétant. C'est une femme de 44 ans qui était déjà connue en fait pour des troubles psychiatriques. Elle s'était aussi convertie à l'islam et elle s'était radicalisée au point de refuser pendant sa garde à vue de s'exprimer dans une autre langue que l'arabe, alors qu'elle est née en France, qu'elle a fait ses études en France et qu'elle est française. Et en fait, cette femme aurait consacré toute sa vie à sa religion ces dernières années et elle aurait même déscolarisé sa fille de 19 ans. Et selon les voisins, les deux se disputaient souvent. Donc il y a peut-être une dispute qui a dégénéré. Alors sa culpabilité fait évidemment peu de doute. En plus, il y a une autopsie qui a révélé qu'effectivement la fille était morte égorgée, qu'elle a tenté de se défendre. On a relevé par exemple 16 blessures et plaies de défense, c'est-à-dire que la fille a vraiment cherché à se préserver des coups de couteau de sa mère. La question maintenant, c'est de savoir si la mère va pouvoir être jugée, puisqu'à cause de son état psychiatrique, elle n'a pas pu être placée durablement en garde à vue. Elle a été hospitalisée dans une unité psychiatrique et donc la justice ne pourra peut-être pas la juger in fine. Incroyable. On va parler de cet enfant, cet élève de 5 ans qui sème la terreur dans son école. On a de nouvelles révélations sur ce petit de 5 ans qui semait la terreur. C'est un truc de ça. Oui, très brièvement. Vous vous rappelez, on en parlait hier. Tous les profs sont en burn-out. Les élèves sont terrorisés. Personne ne sait plus quoi faire de cet enfant qui n'a seulement que 5 ans et qui arrive à terroriser tout le monde. Alors hier, on se demandait, mais que font les parents et quelle est leur responsabilité dans tout ça? Alors j'ai réussi effectivement à avoir des informations là-dessus. Alors d'abord, il faut savoir qu'en fait, avant cette affaire-là dont on parle aujourd'hui, il y avait eu la même chose dans une autre école, avec ce même enfant. Et à ce moment-là, il y avait déjà une enquête qui avait été ouverte par la police, puisque les parents avaient porté plainte. Et ce qu'on apprend par cette première enquête, c'est que d'abord, le père de l'enfant est absent, la mère refuse totalement d'assumer son rôle et de se faire aider pour prendre en charge l'enfant. Elle est en fait dans une espèce de déni total, à tel point d'ailleurs que dans la précédente affaire, elle avait voulu porter plainte contre l'école qu'elle accusait de mensonges et plus ou moins de racisme. Elle refusait également le suivi psychologique de son enfant et quand elle avait interdit l'école, elle a interdit à l'école de l'appeler quand il y avait des problèmes avec son fils en disant non, moi je veux pas savoir, je veux pas d'histoire, et elle décrochait pas le téléphone. On apprenait aussi que dans cette précédente affaire, que la mère expliquait que son fils allait souvent chez ses oncles, que là-bas, il jouait à GTA, alors que GTA, on sait que c'est un jeu très violent, qu'il était exposé à toutes sortes d'écrans, qu'il voyait des films violents, et que parfois, quand il revenait de ses week-ends chez ses oncles, ce petit enfant disait « Le monsieur, il soulève la dame pour lui rentrer son zizi ». Donc peut-être même qu'il voyait des films pornographiques. Et enfin, dernier élément, les policiers ont également interrogé cet enfant à ce moment-là, lors de cette première enquête, et l'enfant expliquait qu'en fait, ses grands-parents étaient violents avec lui, il était aussi souvent confié à ses grands-parents, et qu'ils utilisaient un nzé, alors un nzété, pardon, c'est en fait un bâton en congolais, et que ses grands-parents le tapaient avec ce bâton. Alors à ce moment-là, évidemment, à la fin de cette première procédure, les policiers avaient dit à la mère « Mais qu'est-ce que vous comptez faire ? Vous voyez bien que la situation est terrible. » Et la mère avait dit « Bah non, il n'y a pas de problème, moi je vais changer mon fils d'école, c'est tout ce qui va se passer, puisque le problème c'est l'école. » Et donc elle a changé son fils d'école, et donc c'est exactement ce qui s'est repassé dans une autre école. Et le dernier élément, avant de passer la parole à Gilles, c'est que donc il y a 2 procédures qui ont été ouvertes pour chaque problème avec chaque école. La première procédure, le parquet est toujours en appréciation de l'affaire, donc il n'y a toujours pas de suite judiciaire. Et la deuxième affaire dont Gilles va parler, dont on a parlé hier, le parquet a décidé d'un classement sous condition, donc a priori il ne va pas se passer grand-chose sur le plan judiciaire, hélas. J'ai eu un père de famille, un père qui a sa petite fille scolarisée dans la même classe que cet enfant terrible, qui m'a raconté que quand ils font des jeux de société, cet enfant-là, il se précipite sur les autres enfants pour les étrangler. Il a traité la maîtresse de connasse. Il a 5 ans. Il n'arrête pas de lui répéter « ferme ta gueule ». Alors sa mère est directrice de crèche.
Donc ça, c'est ahurissant. La mère de cet enfant terrible est directrice de crèche, elle travaille dans la petite enfance. Et depuis février, le papa me disait « Ma fille n'a rien appris à l'école. Les journées se passent uniquement à tenter de s'opposer à cet enfant pour qu'il n'agresse pas les autres. » C'est absolument ahurissant. À la cantine, il prend tous les couverts, couteau, fourchette, il les jette comme ça à tort et à travers. Il a soulevé la jupe d'une petite fille qui était terrorisée. Ils ne comprennent pas, c'est une école tranquille. Il l'avait mis là, cet enfant, parce qu'il y a une maîtresse expérimentée, 4 maîtresses, 3 en arrêt maladie. Et alors moi, ce que je sais aussi, c'est que parfois, ils sont 3 pour pouvoir maîtriser cet enfant de 5 ans, 3 adultes. Et aussi que, par exemple, à la cantine, où c'est l'endroit en fait, où il fait toutes les pires exactions, il a par exemple demandé à un petit garçon de montrer son zizi à tout le monde, et il lui a dit « Sinon, je vais te découper en morceaux ». Ah, il est terrible. On laisse ça pendant combien de temps ? Donc là, il est 1 mois écarté de l'école, mais après, il n'y a pas de solution, quoi. Voilà. Né en sang, point de suture, un policier grièvement blessé par des migrants. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, Cyril, c'était cette nuit vers 3h du matin à Dunkerque. En fait, vous avez une riveraine qui aperçoit un Zodiac qui est caché dans un jardin. Il faut savoir que dans cette région-là, vous avez beaucoup de départs de migrants qui veulent aller en Angleterre pour traverser la Manche et aller en Angleterre. Et donc, ils cachent leur bateau juste avant de prendre leur embarcation. Donc elle aperçoit Zodiac, elle prévient la police. Évidemment, tout de suite, vous avez deux équipages de police qui arrivent sur place, qui tentent de confisquer le bateau. Sauf que là, eh bien, vous avez effectivement des dizaines de migrants qui s'apprêtaient à prendre la mer, qui sont furieux et qui, à ce moment-là, jettent des pierres sur les policiers. Et pas des petites pierres, puisqu'effectivement, l'un des policiers a pris cette pierre, une de ces pierres en tous les cas, sur le visage. Il a eu le nez cassé, des points de suture. C'est un policier d'une trentaine d'années qui a un père de famille en fait, qui vient de Valenciennes, qui était là pour faire du renfort. Et pour comprendre pourquoi il y a autant de violence dans cette région, puisque ça arrive régulièrement, il faut comprendre que les migrants qui sont là-bas, ils peuvent attendre des semaines, voire des mois avant de prendre la mer, que parfois ils payent très cher des passeurs pour pouvoir embarquer, et donc ils sont désespérés, ils veulent à tout prix monter dans ces bateaux, et parfois quand on les interpelle en mer par les gardes-côtes, ils sont prêts parfois à prendre des nourrissons, à les brandir au-dessus de l'eau en disant on les lâche si vous ne laissez pas continuer à aller en Angleterre. À côté de ça, en face, vous avez les policiers qui, eux, à la fois sont payés en fait, par l'Angleterre, qui nous versent de l'argent pour qu'on empêche ces gens de partir en Angleterre et qui font aussi ça, qui les empêchent de partir pour pas qu'ils se noient. Parce que, par exemple, là, hier soir, à nouveau, vous avez une embarcation avec 65 migrants qui a échoué et on a retrouvé le cadavre d'un nourrisson ce matin. On va parler du cycliste tué à Paris. On a des révélations exclusives. Ce cycliste de 27 ans, un mort écrasé par le chauffeur d'un SUV. Oui, la dernière info, c'est qu'il a été mis en examen pour meurtre aujourd'hui. Et là, il va passer devant un juge de la liberté de la détention qui va déterminer s'il va aller en prison le temps de son procès ou s'il va rester dehors sous contrôle judiciaire. Alors, on en sait effectivement plus, à la fois sur les faits et sur le profil de cet automobiliste. Il s'appelle Ariel, il a 52 ans, il est commercial, il est père de 4 enfants. Et il était déjà connu de la police, il avait déjà plusieurs condamnations, pas pour des délits routiers, mais quand même pour des faits de violence, d'escroquerie ou d'outrage. Et alors sur les faits, en fait, ce jour-là, il devait emmener sa fille de 17 ans chez l'ophtalmologue dans Paris. Il était 17h20 et il était en retard et c'est quelqu'un de plutôt ponctuel. Et en plus, il y avait des embouteillages comme toujours dans Paris. Et donc, il s'est dit, il faut absolument que je sois à l'heure. Et il a pris tous les risques pour cela. Il a brûlé des feux, il a roulé sur les voies de bus, il a roulé sur les pistes cyclables. Et c'est en fait en roulant sur une piste cyclable à la Madeleine qu'il se retrouve donc derrière ce cycliste. Il demande à ce cycliste de se pousser probablement pour brûler le feu et continuer sa route. Le cycliste refuse, il lui roule sur le pied. Le cycliste, Paul, soit parce qu'il a mal, soit parce qu'il est furieux, tape sur le capot. L'autre redémarre et le tue, l'écrase littéralement. Alors, lors de ses gardes à vue, lui a dit que c'était un accident, hein, le chauffeur. Il a dit que c'était pas volontaire. Il a dit qu'en fait, il a même un peu retourné l'accusation en disant que le cycliste s'était montré tellement véhément qu'il avait eu peur pour sa fille et pour lui. Et donc, il a voulu prendre la fuite et qu'il lui avait roulé dessus comme ça. Alors, évidemment, cette version n'a pour le moment pas convaincu la justice puisqu'il est mis en examen pour meurtre. C'est-à-dire pour l'instant, on pense que c'était intentionnel. Ça, c'est incroyable cette histoire. Vous vous rendez compte? Non, mais je pensais à ça tout à l'heure. Je me disais, tu te rendais compte comme une vie, deux vies basculent en une fraction de seconde. Non, mais vraiment, parce que deux vies, c'est incroyable. Deux vies qui basculent. Non, mais c'est grave. Deux vies, deux familles qui basculent en une fraction de seconde. Une petite fille qui va vivre des moments très très compliqués. C'est incroyable. La vie est folle. Non mais je vous dis, c'est fou parce que c'est vraiment, on se rend pas compte. Il faut vraiment, je le dis à chaque fois, je vous dis, il y a tellement de drames. Là vraiment, c'est un truc de fou. Et la dernière info que j'ai oubliée, c'est que la maire de Paris veut donner le nom de ce cycliste à une rue ou à une place pour lui rendre hommage dans la ville de Paris. Très bien.
On va parler de Luana, Fabien. Oui. C'est pas Maurice. Il y a des nouvelles de Luana. Ouais, Luana. Bon, Luana, j'ai dit comment? Luana. Ah oui, non, Luana. Luana, en fait, on avait eu des nouvelles d'elle en début d'année, puisqu'elle était venue ici dans cette émission pour parler de son traumatisme crânien dont elle était victime et de son viol, évidemment, puis après d'une agression dans le hall de son immeuble. Puis depuis, on avait perdu un peu sa trace là, depuis 4-5 mois. Et puis là, elle vient de refaire parler d'elle parce qu'en fait, cette semaine, elle occupe encore un appartement à Nice. Et je pense que ça ne va pas durer très longtemps parce qu'il y a encore la trêve hivernale, mais à partir de mars-avril, je pense qu'elle sera expulsée parce qu'elle n'a plus de revenus, elle n'a plus forcément les moyens de payer un appartement. Et donc c'est très compliqué pour elle, donc elle est très angoissée, très dépressive pour ça et on peut la comprendre. Donc voilà les dernières nouvelles qu'on a de Loana. Gilles. Et ce qui est très inquiétant aussi, c'est que ses amis proches, on pense notamment à Laurent Amar ou à Eril Preyer, le chanteur, n'ont aucune nouvelle. Ils envoient des SMS, ils appellent, ça fait plusieurs semaines. D'habitude, c'est parmi les plus proches et elle leur répondait, même de manière lapidaire par SMS. Là, il n'y a rien. Silence radio. Donc, il y a une grosse inquiétude autour de Lana. On espère de tout cœur. Voilà, exactement. Si elle veut me contacter, bien sûr. Exactement. Qu'elle donne des signes de vie positifs. Voilà. Sa dernière activité, c'est qu'elle a participé à la série Culte. Elle a été impliquée de près au scénario. C'était co-auteur, ouais. Merci. Mbappé, on va revenir sur l'affaire Mbappé puisque ça rebondit encore, Gilles Verdez, comme tous les jours. Hein. Il y a énormément de choses aujourd'hui autour d'Mbappé. Alors, la nouvelle positive pour lui, c'est que son club, le Real Madrid, le soutient. Ouais. Voilà. Il a été élu d'ailleurs joueur du mois. Il a fait une petite publication Instagram. Voilà. Donc, il s'est félicité de ça. Alors, son club le soutient par la voix de son entraîneur, Carlo Ancelotti, qui n'a pas voulu commenter l'affaire, qui dit c'est des spéculations, mais il va bien. Je ne m'intéresse pas au lieu où les joueurs vont en repos. Moi-même, j'étais en repos à Londres. Il n'y a pas d'agence de voyage qui gère les joueurs au Real Madrid. Ils font ce qu'ils veulent. Le journal L'Équipe a reconstitué le trajet en avion de Kylian Mbappé. Lui et ses proches ont emprunté un Legacy 550. C'est un jet. On a les photos du jet. Voilà. C'est un avion de 8 places de la compagnie maltaise. Alors, c'est pas une compagnie maltaise. C'est de Luxe Aviation qui est une société qui loue des avions. Exactement. Voilà. C'est la première compagnie d'aviation d'affaires d'Europe. Hein, voilà. Et donc l'intérieur, donc c'est un Legacy 550. Donc c'est à 8 places. Oui, 8 places dans l'avion, absolument. Qui est parti de Madrid pour Stockholm, le 9 à 14h17. Voilà. Donc ça, c'est le départ pour Stockholm. L'avion arrive à Stockholm et le journal L'Équipe a reconstitué l'ensemble du trajet. C'est-à-dire, ils ont même mis les horaires. Ils ont même mis les horaires. Voilà. Alors le vol. C'est estimé à 100 000 euros. 100 000 euros. Aller-retour. Hein. Aller-retour en comptant 15 heures de vol, plus l'immobilisation sur la piste. Voilà, du 9, c'est-à-dire jusqu'au lundi, où Mbappé qui fait donc Stockholm-La Corse, puis La Corse, le Bourget, et repart pour s'entraîner à Madrid le lundi. Tout ça est estimé à 100 000 euros. Exactement. On va ajouter à cette somme, pour connaître le prix du séjour global, 43 000 euros révélés par la presse suédoise. 43 000 euros, c'est la location de la salle de la boîte levée, privatisée, cette salle. Moi, juste la question que je me pose. Il fait ce qu'il veut de son argent. Oui. Désolé, parce que moi, les mecs qui font une enquête, excusez-moi, quel rapport avec le sujet? Kylian Mbappé, s'il a envie de faire une soirée à 1 million d'euros, il fait ce qu'il veut en fait, c'est son argent, il a volé à personne. Voilà, donc non, mais c'est ça qui me dérange, mon frère. C'est parce qu'on essaye de savoir combien ça a coûté, ce qui s'est passé, tout est décomposé. Oui, bien sûr. Mais voilà. Mais ça choque, en fait. Ça choque personne. Et par rapport voilà. Il fait ce qu'il veut. Voilà. C'est bizarre. Il serait parti en train, j'aurais trouvé ça bizarre. C'est normal qu'il parte en jet. C'est une très bonne intervention. D'ailleurs, par rapport à son salaire, puisque cette semaine, il y a eu les révélations des salaires des joueurs les plus payés, il est à 90 millions de dollars par an. Donc, c'est pas une somme folle pour lui. Voilà. Mais après, on se dit pourquoi il est parti? Est-ce qu'il était bien libre de partir? Voilà. Le Real Madrid a confirmé qu'il était libre de partir. Il n'y a pas de problème. Et son entraîneur dit qu'il est très bien. Son entraîneur veut même le titulariser samedi soir. Oui. Voilà. Oui, ça c'est le reste. Le reste. Ça c'est le reste. Sur la fête, oui. Voilà. Alors sur la fête, ce qu'on sait maintenant, c'est que sa défense prépare quand même la contre-attaque. Sa défense a dit
nous gardons la primauté de ces explications, le cas échéant, pour la justice suédoise. Alors, ils disent qu'il n'y a aucune escort girl à la fête. Il n'y a pas d'escort girl. Il y a des jeunes femmes suédoises qui sont choisies par le booker, comme on l'avait révélé, ce fameux Marco, mais qu'il n'y a pas d'escort girl, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange monétaire a priori. Elles viennent là, elles sont triées sur le volet, elles sont choisies parce qu'elles sont belles, parce qu'elles se comportent bien, mais voilà. Parce qu'elles ont envie d'y aller aussi. Parce qu'elles ont envie d'y aller, absolument, Cyril. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que les enquêteurs suédois vont examiner la téléphonie d'Mbappé possiblement plus tard, l'auditionner et expertiser ce qui a été saisi comme objet. Il y a des vêtements de la jeune plaignante qui ont été saisis. Non mais l'info qu'il y a, c'est que Daniel Riolo, que j'embrasse d'ailleurs, pense que la rencontre de Kylian Mbappé avec sa partenaire a été filmée. C'est ce qu'il dit. Il est convaincu que la rencontre de Kylian Mbappé avec la jeune femme a été filmée. La façon dont le clan Mbappé fonctionne est tellement encadrée. Je pense que tout est consenti et tout est filmé. Les entrées, les sorties de la chambre, sauf seul l'acte sexuel ne l'est pas. Donc ça, c'est quand même une info. Voilà. Donc ils pensent qu'on va voir toutes les images. Absolument, toutes les images. Et d'ailleurs, il y a déjà eu les SMS de Mbappé qui sont sortis, non pas les mots qui ont été prononcés, mais le clan Mbappé dit qu'il y a des SMS extrêmement positifs envoyés par cette jeune femme avant et après. Voilà, ça c'est un point fort de Mbappé. Ce qu'on ne sait toujours pas, Cyril, c'est s'il s'agit d'une seule, s'il s'agit d'une seule jeune femme. Est-ce que c'est cette jeune femme qui est la plaignante ou est-ce qu'il y aurait eu une autre relation avec une autre jeune femme? Ça, c'est le point qu'on ignore pour le moment, tout comme la justice suédoise n'a pas confirmé le nom de Mbappé. Oui, vous avez d'autres infos. Il y a un média espagnol qui s'appelle Relevo qui a sorti l'information comme quoi Kylian serait au plus mal, donc à rebours des déclarations de l'entraîneur Carlo Ancelotti. Ils disent qu'il n'a jamais été aussi triste, qu'il est affecté psychologiquement et qu'il voudrait même s'isoler depuis la révélation de cette affaire. Alors, il y a deux sons de cloche. Il y a deux sons de cloche, exactement. Il faut savoir que le Real Madrid, de toute façon, est un club qui défend toujours au maximum jusqu'au bout ses stars. Donc voilà, ils diront rien. En plus, il était sur des jours de repos qui ont été accordés. Donc, vu le prix auquel il paye Mbappé, il n'y aura rien du côté du Real. Et la presse espagnole, à part ce média-là, est très, très elliptique et discrète sur ce sujet. Pourquoi? Parce que aucun média espagnol ne veut se fâcher avec le Real Madrid. Voilà. Donc, ils en parlent très peu. Merci.